Merci. Merci beaucoup. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on essaie de prévoir et ceux qui ont le livre pourront voir, et M. Rocher me le faisait remarquer, qu'on avait prévu la date du lancement à Québec. Vous regarderez la date qui apparaît sur la carte de la JEC sur la page couverture. C'est la date d'aujourd'hui. Alors. C'est le 28 mars 1939. Ça fait 80 ans que j'ai reçu ma carte de membre de la JEC. Aujourd'hui. Oui, je l'ai. Oui, et elle est apparue dans le... On l'a photographiée, vous l'avez amenée avec vous. Oui, je l'ai. Bon, vous voyez, ça, c'est la chance que le biographe a. La voici, voilà. Voici. Imaginez la chance pour le biographe. Il a gardé ses cartes, il a gardé ses notes, il a gardé des carnets. Son premier emploi d'été comme étudiant, alors qu'il était à l'Université Laval, il a travaillé dans une usine de conserve. Et comme il étudiait en sociologie, a voulu faire en même temps un travail pratique en étudiant un peu les comportements des ouvriers. Et il avait pris des notes dans un petit calepin et il avait gardé ça. Alors, pour le biographe, c'est de l'or en barre parce qu'on est capable de vous voir avec votre esprit d'analyse et de ce que vous observez. Monsieur Rocher, je vais vous donner la parole pour vous permettre peut-être de... Il y a un aspect intéressant, puis ça aussi, ça apparaît sur la première page. On vous voit avec un livre dans les mains. Parce que vous êtes un homme qui a toujours été partagé entre l'action, les études, l'enseignement. Donc, il y a un côté actif dans la société, mais aussi de l'étude de ce qui se passe. Et les livres ont exercé un attrait important. Le premier livre qui vous a beaucoup touché, c'était Autour de la maison, le livre que votre père vous lisait lorsque vous étiez petit garçon. Et ce livre, vous l'appreniez, c'était une amie à votre père qui avait écrit ses souvenirs de jeunesse. Donc, à travers les souvenirs de jeunesse de cet auteur, il y avait ceux de votre père. Exactement. Ça, c'est un premier livre. Il y en a eu d'autres. Quand vous êtes à l'Université Laval, mais attention, l'Université Laval de l'époque, ce n'est pas celle qu'on connaît ici, elle est dans le Vieux-Québec, c'est en arrière du Grand Séminaire, c'est un petit immeuble de 2 étages, puis il y a une petite bibliothèque. Hein, c'est pas... Bon. Peut-être me raconter votre visite dans cette bibliothèque et en quoi, encore une fois, le livre ou les livres vont être utiles pour votre cheminement qui vous amène jusqu'à aujourd'hui. Oui, en effet, à la Faculté des sciences sociales de cet immeuble, d'ailleurs dans l'ouvrage de Pierre Duchesne, il y a une photo, il y a même 2 photos de l'immeuble des sciences sociales tel qu'il était dans la rue de l'Université à l'époque, au coin des remparts, un petit immeuble hein, où était toute la Faculté des sciences sociales. Et à l'étage, avec les salles de cours qu'il y avait 2 salles de cours, pas plus que ça, il y avait une petite bibliothèque sans bibliothécaire. Alors, on y entrait, on pouvait regarder les livres et puis même en sortir. Et c'est en fouillant dans cette bibliothèque que mon regard est tombé sur un livre américain qui s'appelait, de Talcott Parsons, qui s'appelait Social Action. Oui. Social Action, ça m'a frappé. The Structure of Social Action. The Structure of Social Action. Et j'ai sorti ce livre parce que l'action sociale m'intéressait. J'avais été militant dans les mouvements de jeunesse pendant 3 ou 4 ans avant de venir faire mes études. Donc, l'action sociale, donc The Structure of Social Action, me disait ça, c'est frappant. Qu'est-ce que cet Américain peut dire sur l'action sociale? Et là, j'ai découvert un sociologue américain qui connaissait bien le monde européen. Il n'était pas fermé, il n'était pas enfermé dans les États-Unis. Il avait une vaste connaissance de la sociologie allemande, de la sociologie française, de la sociologie italienne. Il parlait de Max Weber, de Durkheim, de Pareto. Alors, ce livre a eu une très grande influence sur moi. C'est là que j'ai compris que j'allais vouloir faire maintenant mes études supérieures avec l'auteur de ce livre qui s'appelait Talcott Parsons, qui était professeur à Harvard. C'est bien qu'en 1950,
quand j'ai eu ma maîtrise et que j'ai été expulsé de l'Université Laval, grâce à M. Vendry, que je suis allé à Harvard, accueilli par Talcott Parsons, l'auteur de The Structural Social Action. Et je suis resté toute ma vie lié à Talcott Parsons. Alors, vous voyez, le livre était important pour vous. Vous avez choisi même la personne avant l'université, disiez-vous. Oui. Parsons étant à Harvard, mais vous êtes retrouvé là. J'aimerais vous permettre, parce que moi, ce dont j'ai pu profiter, c'est 40 entrevues avec M. Rocher sur 2 ans environ. Et vous avez vu qu'il a une très bonne mémoire, c'est aussi un bon conteur. Et j'aimerais que vous me racontiez, parce que cette fameuse expulsion de l'Université Laval, il y avait participé à une collecte pour les grévistes de l'amiante. Le monseigneur recteur n'a pas aimé. Et le père Lévesque, qui protégeait son jeune étudiant, disait, ben là, vous avez fini vos études, on va vous permettre d'être assistant professeur pendant 1 an, ça vous permet d'avoir un peu d'argent, puis après, vous pourrez aller ou en France ou aux États-Unis. Oups! Le monseigneur recteur a dit non, je ne le veux pas. Il a fait sa collecte, je ne le veux pas. Il n'est pas question qu'il soit assistant professeur. Et donc, son parcours a été bouleversé. Il a été obligé d'aller à la dernière minute. L'inscription était dépassée à Harvard, mais a été quand même accepté en raison d'une lettre écrite par le père Lévesque qui disait « C'est une étudiante exceptionnelle, acceptez-le, etc. » Mais là, j'aimerais que vous me racontiez, parce que ce que le père Lévesque lui dit, il dit « Écoute, vous allez, je pense qu'il vous voyait, vous allez pouvoir revenir après à l'Université Laval parce que Monseigneur Vendry ne sera plus là. Hein? C'est 2 mandats, puis ça va se terminer là. Or, pour leur plus grand malheur, c'était à l'anniversaire, le 100e, de l'Université Laval, et on lui a donné exceptionnellement un 3e mandat. Et là, le père Lévesque dit, bon, et M. Rocher s'est dit, ben là, je termine mes études, les cours de doctorat, qu'est-ce que je fais? Il y avait très, très peu d'avenir. Il était déçu, disant déjà, j'appartiens au Québec, je veux revenir enseigner au Québec, mais c'est un peu fermé. Mais là, j'aimerais que vous me racontiez. Vous êtes sur une chaise de dentiste et vous êtes à Boston en train de faire vos études, et là, le dentiste doit quitter sa chaise, parce qu'on n'a pas de téléphone cellulaire à l'époque, parce qu'il y a un appel. J'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé, parce que vous allez voir qu'il est capable de bien mettre en évidence toute l'émotion et l'importance du moment. Oui, c'était un dentiste francophone à Boston que j'avais choisi parce que j'avais un oncle dentiste dans le Maine qui m'avait donné le nom de ce dentiste francophone. Donc, j'étais sur ce dentiste francophone et qui, comme vous dites, qui tout à coup me quitte pendant quelques minutes. Il revient rapidement. Et me dit, bon, avant qu'il soit fini, je vais vous dire une chose. Monsieur Vendry est à Boston, il est au consulat et il rencontre les anciens de l'Université Laval. Vous êtes aussi invités. On cherche comment vous rejoindre. Et puis on a appris que je suis ici. Vous êtes ici. Comment ça? Alors ça, c'était... Alors bon, je reviens chez moi, puis là je me dis, mais est-ce que je vais rencontrer Monsieur Vendry? Est-ce que je veux ça là? Après ce qui nous est arrivé. Mais finalement, je me décide et je me rends au consulat du Canada à Boston. Le consul à l'époque s'appelait M. Beaulieu, Paul Beaulieu, que j'ai bien connu par la suite. M. Beaulieu nous reçoit dans un grand salon. Nous étions 25 anciens de l'Université Laval. Et arrive M. Vendry avec Paul Beaulieu. Et il nous présente chacun. Rendu à moi, Paul Beaulieu dit, M. Vendry vous présente Guy Rocher, un de vos futurs professeurs. Un de vos futurs professeurs. Ah bon. Alors là, M. Vendry a eu un petit whack, et puis moi aussi. Et c'est un petit peu fraîchement qu'on s'est quitté. Mais bon, après ça, la conversation continue. Et puis tout à coup, M. Vendry vient à moi. Et me dit, M. Rocher, quels sont vos projets? Bien, je dis, je ne peux pas retourner au Québec, semble-t-il, parce que j'ai essayé d'entrer à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Montréal. Il n'y a pas de place pour moi. Et puis, si je comprends bien, il n'y en a pas non plus à Québec. Et il n'y a pas d'autre chose. Bon, je ne veux pas aller à l'Université McGill, où je pourrais peut-être être admis, mais je ne veux pas. Or, ici, à l'Université Harvard, on m'offre un poste de chercheur. Il y avait, à ce moment-là, un centre de recherche sur la Russie.
le Russian Research Center. J'avais commencé à apprendre le russe, j'avais commencé à travailler dans ce centre, et on m'offrait un poste de chercheur mineur dans ce poste. Alors, je dis ça à M. Vendry. Ah, M. Vendry me dit, mais M. Rocher, le Québec a besoin de vous. Je dirais même que la ville de Québec a besoin de vous. Et puis, il se retourne et il s'en va. Quelques jours après, je reçois un téléphone du Père Lévesque qui m'appelle quelque part, je me souviens trop où, qui me dit « Guy, qu'est-ce que vous avez fait à M. Vendry depuis qu'il est revenu de sa tournée en Nouvelle-Angleterre? » Il me téléphone, me dit « Qu'est-ce que vous attendez pour présenter la candidature de Guy Rocher comme professeur? » Alors, c'est ainsi que M. Vendry m'a réadmis à l'université après m'avoir exclu pour avoir participé à cette grève de l'amiante à notre manière d'étudiant, c'est-à-dire en faisant une collecte. Qui avait été... Et ce que je veux simplement rappeler, c'est que si j'ai été exclu, c'était parce qu'à l'époque, il faut bien se replacer dans l'époque, il y avait quand même une influence forte du pouvoir politique, même dans les institutions universitaires. Parce que si M. Vendry m'a expulsé, c'est parce que, à la suite de cette collecte que nous avions faite, il avait reçu trop de pression de la part de M. Duplessis et du ministre Antoine Rivard, qui en même temps était ministre et professeur à la faculté de droit, parce que nous étions considérés comme, entre guillemets, des communistes, et communistes, et qui... Et donc, mon servant, alors, c'est vraiment, il y avait une confusion des pouvoirs. Monsieur Vendry ne se sentait pas libre de ne pas m'expulser. Et ça a été pour moi très révélateur, en plus de ça, sur ce qu'on appelle maintenant encore la grande noirceur. Bon, c'est bien sûr que ce n'était pas si noir que ça à tout prix, mais il y avait quand même une certaine grande noirceur à l'époque, et je l'ai vécu personnellement sous cette forme. Ce qui est intéressant, et pour notre plus grand bien, le recteur Monseigneur vous a accepté. Oui. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que c'est le moment où le gouvernement du Québec aussi dépose un projet de loi sur la laïcité. Vous avez vous-même, avec les années, développé un discours, joué un rôle social en faveur de la laïcité. Ce qui est intéressant quand on retourne dans votre passé, dans votre vie, c'est qu'avant de développer le discours de la laïcité, vous avez incarné la laïcité, le laïcat. Parce que quand vous revenez de l'université Harvard, vous êtes le premier docteur en sociologie francophone, le premier au Québec, et doctorisé par une université laïque. Oui. Et j'aimerais ça que vous puissiez nous dresser rapidement la liste, là, mais à chaque fois que vous arrivez dans des fonctions, vous remplacez un prêtre, un abbé, un curé. Ah oui, c'était étonnant, ça, c'est vrai. C'est là qu'on voyait comment le Québec était déjà en train de changer. Parce qu'en 1952, quand j'ai commencé à enseigner l'introduction à la sociologie, je succédais à un franciscain qui s'appelait le père Gonzalve Poulain. Le père Gonzalve Poulain était à l'époque l'assistant du père Lévesque. Alors, vous savez, la faculté des sciences sociales était bien dirigée. Il y avait un dominicain, un franciscain, puis il y avait des prêtres séculiers aussi, comme l'abbé Gérard Dion. On en avait des curés. Hein. Et alors, le père Gonzalve Poulain donnait le cours d'introduction à la sociologie. Il était mon professeur. Mais quand je suis arrivé, le père Poulain a dit, bon, lui, je lui cède mon cours. Maintenant, il va donner un meilleur cours de sociologie que moi, disait-il. Par la suite, j'ai accepté le poste de directeur de l'école de service social. Je succédais au même père Gonzalve Poulain, qui était le directeur de l'école de service social. Quand je suis arrivé en 1960 à Montréal, j'ai pris la direction du département de sociologie. Je succédais à M. l'abbé Norbert Lacoste, un autre curé. Et un an après, en 1961, j'ai été nommé vice-doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Je succédais à un dominicain qui s'appelait le père Guillemette,
Donc, j'avais pris de la place comme ça. On voyait, c'était vraiment le début de la Révolution tranquille. On voyait l'Église se lézarder. C'est-à-dire que, et remarquez, ça se faisait sans conflit. Hein. Ces hommes-là acceptaient que maintenant, des laïcs prennent la place. Dites-moi, j'ai amené cet autre livre qui est un rapport. C'est le premier tome du rapport Parent, rapport de la Commission d'enquête royale sur l'enseignement. Je l'ai amené parce que dans les premières pages, on nous présente les commissaires. Et c'est de voir l'importance de l'Université Laval par rapport à la constitution de cette commission. Parce que vous l'avez dit, hein, le président Alphonse-Marie Parent était vice-recteur de l'Université Laval. Oui. Celui qui a joué un rôle important, mais qui avait un titre de commissaire adjoint, mais qui participait avec vous, c'était Arthur Tremblay, absolument, qui provenait de l'Université Laval, pédagogie sociale et tout. Vous, bien qu'à ce moment-là, vous dirigez le département de sociologie de l'Université de Montréal, vous venez de Laval. Il y a 2 femmes sur cette commission, c'est quand même important pour l'époque. Et on voit qu'une de ces 2 femmes, c'est Jeanne Lapointe, qui est aussi professeure à la faculté de lettres de l'Université Laval. 4 membres sur 9, et pas les moindres. Le président, le commissaire adjoint Arthur Tremblay avait préparé plusieurs études dans les années précédentes, et votre rôle comme sociologue va être important. Parce que ça a été un long parcours, la commission, mais j'aimerais peut-être juste que vous puissiez nous expliquer comment le sociologue que vous avez été a permis de faire une analyse qui a donné des résultats, d'éviter certains écueils. Oui. Quand nous avons commencé les travaux de la commission Parent, au début des années 61, 62, la question était comment aborder cet énorme mandat que nous avions de revoir l'ensemble du système d'éducation. Comment aborder cela? Et là, nous nous étions fait dire par des amis et par d'autres qu'on attendait de nous une philosophie de l'éducation. C'était très important. Bon. Alors, la question qui se posait à nous, c'est comment aborder notre travail à la lumière de la philosophie de l'éducation. Et c'était l'objet de nos premiers échanges on voyait bien qu'on ne pouvait pas aller tellement loin. Qu'est-ce que la philosophie de l'éducation? Bon, sans doute que nous avions à l'esprit une philosophie de l'éducation, mais est-ce que c'était la philosophie de l'éducation qui allait vraiment diriger tous nos travaux? Et là, modestement, j'ai commencé à dire, écoutez, moi, je suis sociologue, il me semble que l'on pourrait peut-être, sans négliger la philosophie de l'éducation, adopter un point de vue sociologique, c'est-à-dire se poser la question suivante, de quoi a besoin la société québécoise en termes d'éducation pour la société telle qu'elle est et pour les années qui viennent? Comment penser la société québécoise pour les 25-50 prochaines années et comment penser un système d'éducation qui soit en lien avec les besoins de cette société québécoise? Et ça, ça clarifiait les choses. On m'a dit, écris donc quelque chose là-dessus. Alors, c'était mon premier petit devoir, je pense. Et c'était finalement la position que la commission a adoptée. Je crois que ça nous a beaucoup aidé à travailler d'une manière à la fois objective, en pensant à la société québécoise, et d'une manière consensuelle. Dernière question, parce que là, on parle du passé, mais j'aimerais parce que vous parliez vous-même, vous avez dit qu'il faudrait évaluer les 20-25 prochaines années, puis donc ça permet de dire quelle formation, comment on va répondre aux besoins économiques, aux besoins de la société. J'aimerais vous poser une dernière question sur l'avenir. Et là, on sort bien sûr de la biographie, mais après toutes ces années, ces décennies que vous avez vécues, l'évolution de notre système d'éducation à ces différents niveaux. Vous êtes un des co-créateurs du Cégep par la commission Parent. Les universités ne sont plus dirigées par des monseigneurs, sont même dirigées par des femmes, la première rectrice de l'histoire de l'Université Laval. Formidable, formidable. Alors, comme quoi le temps et l'évolution continuent. Vous voyez quoi
si vous avez identifié un défi important ou les défis les plus importants qui touchent l'université, l'enseignement supérieur. Vous pouvez bien sûr parler des autres niveaux, mais j'essaie de voir comment vous pouvez nous amener une réflexion sur l'avenir. Ce qui, je pense, a beaucoup aidé la commission parents, c'est qu'on nous avait demandé de prévoir le financement le financement à venir de l'éducation pour les 25 ou 30 prochaines années. Et ça a obligé la commission parents à se projeter dans l'avenir et de penser le système d'éducation au moins pour les 25 prochaines années. Et je me souviens que Monseigneur Parent disait, au bout de 25 ans, il y aura une autre commission d'enquête. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui nous manque. Nous souffrons d'une certaine myopie. La perspective des 25 prochaines années, des 50 prochaines années, il me semble que nous devons l'avoir. Parce que le système d'éducation, il est fait pour l'avenir, il est fait pour les 25, 50 prochaines années. Et il me semble que ce qu'on peut dire d'une manière assurée, premièrement, c'est que si on se fie aux 50 dernières années, on peut dire que le Québec de 2070, dans 50 ans, ça vient vite, sera très différent de celui de 2020. Le Québec de 2020 est tellement différent de celui de 1960. J'ai vécu cette période de grands changements. Et quand on se retourne, on est étonné de voir ce qu'était le Québec de 1950, 60 et ce qu'il est aujourd'hui. Et je suis persuadé que ceux qui vivront en 2070 porteront le même regard étonné sur 2020. Pourquoi? Parce que, bien sûr, nous sommes dans une période où il y aura encore de grands changements. Le changement ne s'arrêtera pas. Quels sont les changements? Eh bien, premièrement, je dirais que le monde du travail va énormément changer. Je dirais que pour moi, le monde de l'emploi va énormément changer avec le développement technologique, avec la mondialisation et avec la déclassification d'un grand nombre de postes et le renouvellement. Et donc, le monde de l'emploi va tellement changer que le système d'éducation va devoir, lui aussi, vivre avec ces grands changements. Et donc, je dirais que le système d'éducation doit prévoir déjà les changements du monde de l'emploi pour nos gradués, mais aussi pour nos recherches mêmes. Et cela d'une manière à la fois utilitaire et humaniste. Je trouve ça très important de ne pas perdre de point de vue humaniste. Madame la rectrice, vous l'avez bien dit dans votre discours d'élection électoral, au moment où vous vous présentiez comme à ce poste. Ben oui. Et c'est ce qui m'amène à dire aussi que, à mon avis, les problèmes d'identité vont être très importants dans l'avenir, étant donné les grands changements que l'immigration va apporter dans notre pays comme dans beaucoup d'autres pays. Nous sommes dans une crise identitaire, il ne faut pas le nier. Je parle du Québec, je parle du Canada, je parle des États-Unis, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, je pense à l'Italie. Nous vivons une période où on est entré dans une crise identitaire que produit l'immigration et qui engendre un populisme très particulier et un nouveau conservatisme national. Et donc, comment va évoluer l'identité québécoise et l'identité canadienne dans ce nouveau monde que ce sera? Il est très probable que le premier ministre du Québec, dans 15 ans, portera un nom vietnamien, que ce soit même une femme vietnamienne, bien possible. Et j'ajoute à cela que il me semble que
un très grand problème auquel les sciences sociales devront s'intéresser, c'est les régions. Ce qui fait le malheur de la France en ce moment, c'est que le gouvernement français a oublié les régions. Et tout à coup, ce qui fait les Gilets jaunes, c'est la révolte des régions. Dans le développement qui s'est fait, le développement technologique depuis un certain nombre d'années qui s'est fait toujours, presque toujours, au profit des villes et au profit du développement urbain. Et de moins en moins au profit des régions. Et je pense que nous avons à revoir ces régions qui se dépeuplent en ce moment au Québec. Quand j'étais jeune sociologue, nous divisions la sociologie en deux. Il y avait la sociologie urbaine et la sociologie rurale. C'était ça, la grande division. Je pense qu'il faut revenir à cela, parce que je crois que nous devons refaire la sociologie des villes. Les villes d'aujourd'hui ont bien besoin d'une sociologie des villes, de ce qu'elles sont devenues, des méta-villes, et des villes qui sont en pleine mutation. La ville de Montréal, en tout cas, c'est une ville qui est en pleine mutation. Et avec ce qui l'entoure, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et nous devons refaire, non peut-être pas la sociologie rurale, elle n'existe peut-être plus beaucoup, mais la sociologie régionale, la sociologie des régions. Bien comprendre ce qui se passe dans les régions du Québec en ce moment et vers quoi on va. Je crois que ce sera... Alors, pour ces différents thèmes, que ce soit l'emploi, que ce soit les régions ou l'éducation, je pense que les sciences sociales ont une vocation interdisciplinaire qui invite à la fois les sociologues, les économistes, les anthropologues et le service social et les relations industrielles. Vraiment, ce sont toutes nos disciplines qui sont engagées. Et je termine en disant que ce qu'il faudra absolument, c'est valoriser l'éducation dans les prochaines années. Valoriser l'éducation à tous les niveaux et valoriser les enseignants à tous les niveaux. Je crois que la profession d'enseignant n'est pas ce qu'elle devrait être en ce moment. Depuis 50 ans, nous avons créé au Québec une nouvelle classe intellectuelle, la classe des professeurs de carrière. Ça n'existait pas en 1950. Il n'y avait pas de professeurs de carrière. Mais depuis ces années-là, nous avons créé la profession de professeur de carrière dans les collèges, parce qu'il y a maintenant, au collégial, des hommes et des femmes dont la vocation, c'est l'enseignement au collégial, et qui ont créé les cégeps et les collèges. Et puis, les universités, le réseau d'universités, des universités du Québec, ont créé un corps de professeurs. Et cela est un grand changement dans l'histoire du Québec. Il y a une classe d'hommes et de femmes qui vivent de l'intelligence, qui vivent du travail intellectuel, qui est la forme de l'enseignement, de la recherche, de la diffusion de la science. Et cela, c'est un grand changement. Mais nous n'avons pas encore tout à fait absorbé, je trouve. Il est important, je vois André Charlebois, qui était une institutrice justement de carrière. Eh bien, voilà, je pense que nous devrons, dans l'avenir, non seulement valoriser l'éducation, mais valoriser ceux qui font l'éducation, c'est-à-dire tous ceux qui participent à l'enseignement. Et que la profession d'enseignant à tous les niveaux soit au moins égale à celle d'avocat ou de médecin, si j'ose dire. Merci. Merci d'être là. Merci de votre générosité, de votre modestie. Elle est remarquable. Et puis, bienvenue à tous. Nous serons présents, bien sûr, pour ceux qui veulent des dédicaces de M. Rocher. Je veux remercier Pierre Duchesne d'avoir eu
cette comment dire, courageuse idée de venir m'offrir de faire ma biographie. Je peux dire que j'ai accepté presque comme ça, là, très rapidement, parce que ma femme, Claire Emmanuel, nous avions lu ensemble, même à haute voix, la biographie de Jacques Parizeau par Pierre Duchesne, les 3 tomes. Le soir, nous nous endormions en lisant Jacques Parizeau. Pas parce que c'est un somnifère, parce que non, je sais. Même que ça durait un peu plus longtemps qu'on voulait. Ça empêchait. Alors, quand Pierre Duchesne est venu, moi, pour m'offrir de faire, m'inviter à faire ça, comment refuser un tel honneur? Parce que je me disais, bon, cette biographie de Jacques Parizeau, c'est un monument. Comment peut-il, moi, trouver que ça mérite? Enfin, j'étais étonné. Voyez la modestie. Hein? Si bien que je dois dire que je vais vous révéler quelque chose. Il y a eu des moments où Pierre Duchesne venait chez nous, nous passions plusieurs heures ensemble. Et puis, pendant quelques semaines, tout à coup, c'était le silence entre nous. Bon, Pierre Duchesne ne me redonnait pas de nouvelles. Et là, je me disais, bon, il a compris que ce n'était pas intéressant. Bon, c'est vrai. Bon, parce que, bon, après tout, qu'est-ce que j'ai fait Bon, alors voilà, ce n'est pas de la fausse modestie. Il me semble que c'est simplement que je m'étonnais que Pierre Duchesne, après avoir fait cette grande biographie de Parizeau, fasse la mienne, finalement. Alors, donc, je remercie Pierre Duchesne d'avoir eu cette idée de vouloir faire la biographie, après celle d'un homme politique très important, d'un intellectuel engagé. C'est comme ça que vous m'avez présenté le projet. Et c'est ce qui m'a fait accepter, parce que, bon, à l'image du Père Lévesque, j'ai essayé d'être un intellectuel engagé. C'est comme ça que le dictionnaire Larousse me présente, en effet, aussi. Alors, je remercie Pierre Duchesne parce que je lui suis très reconnaissant, d'autant plus que je tiens à dire que, comme vous le savez, cette biographie, c'est ce qu'on appelle une biographie non autorisée. Ce qui veut dire que je n'ai pas lu le manuscrit. Je n'ai pris connaissance de ce livre que quand il est sorti sous cette forme. Je n'ai même pas vu la couverture avant. Donc, c'est ce qu'on appelle une biographie non autorisée. C'est vraiment le travail de Pierre Duchesne auquel j'ai collaboré. Mais je tiens à dire, comme je l'ai dit d'ailleurs à d'autres moments, que si elle n'est pas autorisée, elle est autorisable. Et que vous pouvez la lire en toute confiance. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'erreurs, non, loin de là. Au contraire, c'est très près de la réalité que j'ai vécue. Et je tiens à dire que c'est écrit d'une manière extraordinaire. Pierre Duchesne a une plume rapide, une plume agile, et il sait enchaîner les moments merveilleusement. Il sait garder un suspense pour nous amener à tourner les pages. Hein? Oui, oui. Donc, oui, Pierre Duchesne, merci beaucoup. Merci, M. Rocher. C'est un grand cadeau.